et bienvenue dans Amis, un podcast dédié à la redécouverte de Friends, la sitcom que tout le monde regardait sur France 2 après l'école. Tout le monde, sauf Anaïs. Salut, moi c'est Anaïs et il y a encore quelques semaines, je n'avais jamais vu Friends. Alors pour la science, j'ai enfin décidé de m'y mettre et de partager cette expérience avec vous. J'en suis désormais à la saison 2 et franchement, c'est pas mal. Ouais. Et moi c'est Marie, je suis une fan inconditionnelle de Friends et une grande fan d'Anaïs aussi, sauf quand elle s'en prend à Rachel. Cette semaine, on a regardé la deuxième moitié de la saison 2 et cette fois, on était ensemble pour visionner les épisodes. Je crois qu'Anaïs, tu te laisses peu à peu conquérir par la série. En tout cas, t'as pas mal ri et en voici la preuve. What are you doing? I'm sorry. My pie was in your hood. Now I just have to get the coffee out of that guy's pants and I'll be back in the hospital by 7. Gros rire là. Bon, t'as bien ri là, hein, que t'as ri? Oui, j'ai ri. Et je précise que ce n'était pas sous la torture, j'ai vraiment ri. Et c'était pas la seule fois, bon c'est la seule fois que j'ai sélectionné, mais t'as ri plusieurs fois, donc... Ouais, je me suis demandé si, comme je l'avais prédit dans le premier épisode, est-ce qu'il m'avait à l'usure ou pas, parce que c'est vrai que je ris quand même beaucoup plus fréquemment, mais je pense pas, je pense juste que la série devient meilleure quand même. Oui, dans la saison 2, il y a beaucoup plus de moments cultes en fait que dans la saison 1, donc je pense que c'est juste plus drôle. Moi aussi, je ris plus dans la saison 2 que dans la saison 1. À la fin de chaque épisode d'Amis, Anaïs, tu essaies de prédire ce qui va se passer dans les épisodes suivants de Friends. On va écouter ce que tu avais dit la dernière fois, donc pour la deuxième moitié de la saison 2. Je pense que Rachel va se trouver un nouveau mec et que du coup ça va être un obstacle supplémentaire au fait qu'elle se mette en couple avec Ross. Et je prédis aussi que Monica va retrouver un travail ou lancer sa boîte de traiteur en fait. D'accord, intéressant. Voilà. Ok. On verra. Bon, c'est complètement raté, hein, puisque Rachel n'a pas trouvé de nouveau mec, elle a trouvé Ross, en fait. Mm-hmm. Et Monica a essayé de trouver des jobs, mais elle s'est trouvé un nouveau mec à la place. Donc, elle a trouvé un nouveau job, quand même, celui avec les gros seins. C'est vrai, mais bon, elle a pas lancé son entreprise comme je l'aurais souhaité. Oui, de traiteur. Mais oui, maintenant, elle fait YMCA sur la table du diner. C'est vrai. Bon, moi, du coup, j'avais que à moitié tort, quoi. En parlant de Ross et Rachel, j'ai envie qu'on s'attarde un peu sur leur relation. Le premier épisode de tous les épisodes qu'on vient de voir, là, c'est l'épisode de la vidéo du bal de promo. Donc, Monica récupère une vidéo de la part de ses parents où c'est la vidéo où, en fait, on voit Monica et Rachel se préparer à partir pour le bal de promo. Alors déjà, je dois dire que Rachel a un nez elle a son ancien nez parce qu'elle est censée avoir une rhinoplastie dans la série. Et Anaïs a encore une fois, comme la dernière fois avec Ross et Ross, où elle s'était demandé si Ross était joué par le même acteur que Ross. Elle a pas trop compris. T'as pas trop compris que c'était une prothèse? Je sais pas, tu m'as demandé si c'était une prothèse, le nez, ou si c'était une autre actrice. Oui, j'ai un peu du mal avec le concept de prothèse, je crois, mais je sais pas, je suis très impressionnée par la qualité des effets spéciaux des années 90. Mais je sais pas, en fait, en plus, elle a une vieille perruque, donc on dirait vraiment pas elle, et la qualité de la vidéo est mauvaise parce que c'est censé être une home vidéo des années 80, quoi. Donc, honnêtement, ouais, je précise que c'était vraiment pendant les 3 premières secondes où je l'ai vue arriver, où je me suis dit, mais est-ce que c'est Jennifer Aniston ou pas? C'est bien Jennifer Aniston. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a, ton nez? Il est bizarre. Je me suis fait opérer et réduire à cause de ma déviation de la cloison. Ah d'accord, je comprends maintenant. C'est cette cloison qui a servi à faire une chambre de plus. Et vous savez ce que c'est? C'est nous, on se préparait pour le bal. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux éviter de regarder ça. Et en fait, ce qui se passe dans la vidéo, c'est que le cavalier de Rachel ne vient pas. Et les parents de Ross le convainquent d'aller s'habiller, de mettre un costard pour l'amener au bal de promotion. Et donc, Ross descend les escaliers dans son costard et Rachel est en train de partir avec son cavalier, elle ne le voit pas. Mais Rachel, aujourd'hui, qui regarde la vidéo, s'aperçoit que Ross avait fait ça pour elle et elle est très touchée. Donc, on va entendre ta réaction parce que ça t'a beaucoup ému. Rachel, ready or not, here comes your knight in shining. Oh no. Oh non! Oh non! Jack, how do I turn this off? Press the button. Oh non! Button, Jack. The button. Oh, c'est trop triste! I can't believe you did that. Bon là, t'es très triste, mais tu vas pas rester triste longtemps parce que juste après, Rachel s'approche de Ross et l'embrasse et on va entendre ta réaction. Ah là, on n'a plus envie de dater les autres mecs, hein. Oh mon Dieu!
J'étais très contente là. Il t'a plu ce baiser? Ouais, bah vraiment, je trouve que c'est le meilleur baiser pour le moment de la série et je le trouve même mieux que le premier baiser, enfin les 2 premiers baisers qu'ils avaient partagés dans la série. Et ce qui est génial, c'est que je m'y attendais pas du tout. Tu m'avais absolument rien dit. Et en plus, au début de l'épisode, Rachel engueule un peu Ross en lui disant « Non mais c'est bon, ça va jamais se passer, arrête, laisse-moi tranquille, laisse-moi draguer les autres mecs. » Donc vraiment, moi aussi, je m'étais dit « On va passer à autre chose et il va y avoir encore 25 rebondissements dans la saison avant qu'ils se mettent ensemble. » Donc là, j'étais tellement surprise, j'étais trop contente. Et ils ont une alchimie de malade dans cette scène. Enfin, c'est ça qui m'a vachement surprise en fait, c'est que il y a certaines scènes où je les trouve pas forcément hyper électriques ensemble. Et là c'était très sexy quoi. Ouais, on entend. Hein. En parlant de ça, ton attirance pour Ross est toujours aussi forte. Je dois dire que je la comprends toujours pas du tout. On va entendre un montage de tes réactions quand Ross apparaît à l'écran dans la série. On va le voir torse nu. C'est un grand garçon, quoi. C'est vraiment un grand garçon. Ouh, en noir. Il est parfait, Ross. Cette color story lui va très très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Mais non, mais je pense que tout est dit dans ces extraits. C'est un grand garçon? C'est un grand garçon. Non, mais il est très très grand. Il est bien bâti. Et je sais pas, enfin, il a une bonne tête en fait. J'aime beaucoup David Schwimmer et enfin, je sais pas, je le trouve pas hyper sexy. C'est-à-dire que par exemple, Joey, j'ai écrit dans mes notes cette semaine, Joey est hot. Alors que Ross, c'est pas vraiment ça. C'est plus que, je sais pas, j'ai beaucoup d'affection pour lui et je suis contente à chaque fois qu'il est dans une scène, quoi. Mais j'avoue que quand il porte un petit pull noir ou une petite chemise à carreaux bien repassée, je sais pas. Surtout quand elle est rentrée dans son pantalon. Exactement. Là, on est vraiment à pic Ross. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de Ross et Rachel en tant que couple? Bah alors là, c'était un peu la déception parce que non, ça allait si bien, quoi. Si vous aviez vu le visage de Marie, elle était hyper déçue. Non, mais en fait, ils ont une très bonne tension sexuelle qui se développe depuis le début de la saison 1. Et j'ai adoré le premier baiser là de ce morceau de saison qui était génial. Et en fait, dès qu'ils sont mis ensemble, c'est un peu ce qui se passe avec beaucoup de couples de télévision, comme dans New Girl, par exemple. Bah, il y a plus trop d'alchimie et on sent que les scénaristes ne savent plus trop quoi faire avec eux. Par exemple, tous leurs sujets de dispute sont un peu cons. Il y a un moment où ils se disputent parce qu'elle lui dit que son sexe avec Paolo était animal et et ça donne une scène, enfin ça occupe quasiment tout l'épisode où il s'engueule dans sa chambre. Écoute, tout ce qu'il y a entre toi et moi est particulier, alors qu'entre Paolo et moi, ça n'a été que... Sexuellement animal, tu me l'as dit. J'aimerais bien comprendre, en fait. Tu veux dire qu'entre nous, il n'y a jamais eu de relation sexuellement animale, qu'il n'y a pas eu ne serait-ce qu'un petit truc un peu bestial. Rien qui puisse rappeler une sorte de chasse sauvage en route. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de matière, en fait, sur Ross et Rachel en tant que couple. Alors que quand il y a des obstacles, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, j'ai vite hâte qu'ils se séparent pour qu'on puisse revenir à de la tension sexuelle, en fait. Super. Et bon, passons aux choses qui fâchent. Tu détestes Rachel. En tout cas, tu l'aimes pas trop et tu l'aimais pas beaucoup la dernière fois. On a même créé un Rachelomètre. Ça commence à 1. Où tu détestes pas vraiment Rachel et ça va jusqu'à 10 où tu la hais de tout ton cœur. Donc j'espère un peu que ça a changé cette semaine, mais je ne sais pas. Où est-ce que tu en es? La semaine dernière, ça avait un peu baissé, mais... Bah là, je dirais que je suis à un 2, quoi. Waouh, c'est ton petit cadeau de Noël. Non, mais en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je comprends pas pourquoi toi tu l'aimes autant, en fait. C'est-à-dire que je suis elle me laisse un peu indifférente, mais tu m'avais tellement hypée que du coup j'essaye de comprendre et donc forcément, bah je pense que j'ai un peu de déception parce que je vois pas clairement ce que toi tu vois en elle. Mais après, je pense aussi qu'il faut que je laisse les saisons se faire et que je vois un peu comment ça va évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, je la trouve assez basique. Mais j'attends de voir, ça va peut-être évoluer. Forcément, moi, j'ai le recul de toutes les saisons. Je sais pas si c'était ma préférée à la base. Bon, je pense déjà, c'est mon icône de mode, donc il y a une influence à ce niveau-là. Mais je trouve aussi Jennifer Aniston juste très très bonne, en fait. Elle a un très bon timing comique. Et je pense que c'est un peu ça qui a influencé. C'est pas forcément que j'adore le personnage en lui-même, c'est juste qu'elle me fait beaucoup rire à travers les saisons et que je suis toujours admirative Et je pense qu'en plus, elle a été un peu sous-estimée, même si c'est devenu une énorme star, Jennifer Aniston, et elle est adorée et tout ça. Je pense qu'on oublie souvent à quel point elle est bonne, justement, bonne actrice comique, quoi. Et ouais. Du coup, c'est ça qui me fait vraiment apprécier son personnage dans la série. Ouais. Mais oui, en fait, elle m'agace plus autant. Déjà parce que, et je pense que c'était
sans doute voulu aussi de la part des scénaristes. Elle s'en prend plein la gueule pendant cette demi-saison. Et ça la rend beaucoup plus attachante parce que déjà elle doit subir le mariage de son ex avec son ex-meilleur ami où elle en prend quand même plein la gueule pendant le discours au moment du repas, etc. Et quoi qu'il en soit, je tiens à vous souhaiter une vie merveilleuse à tous les deux. Et toi, Rachel? Quoi? Ah non, je suis sérieux, je te félicite. Car je connais peu de femmes qui auraient eu le cran de revenir ici ce soir. Et surtout le courage d'oser se balader les fesses à l'air. À tes fesses. Ses parents sont en train de se séparer. Elle a vraiment beaucoup de difficultés dans cette demi-saison qui la rendent beaucoup plus humaine, en fait, et beaucoup plus fragile et vulnérable. Donc ça, forcément, oui, ça m'a plu. C'est beau. J'ai aussi oublié de préciser que à un moment, Ross met un costume de marin pour venir chercher Rachel au boulot. Ouh, oui. Ça lui va très, très bien. Super. Voilà. Je comprends toujours pas, mais j'ai hâte aussi de voir comment ton amour de Ross va se développer au fil des saisons. On va voir. Je voulais savoir quel était toi ton rapport à Ross, puisque on a réécouté récemment le premier épisode du podcast et j'avais totalement oublié que tu m'avais dit que tes deux préférés c'était Rachel et Ross, parce que bon, on a beaucoup parlé de Rachel et de ton amour pour le personnage, mais du coup j'avais oublié que Ross après Rachel c'était celui qui te faisait le plus rire. Ça me rassure parce que j'avais l'impression d'être totalement anormal de l'aimer à ce point-là. Alors c'est peut-être parce que je le trouve un peu trop sexy, mais le truc avec Ross, c'est alors il me laissait un peu indifférente les premières fois où j'ai vu la série, enfin quand j'étais adolescente ou pré-adolescente, mais quand je l'ai revu, je l'ai détesté. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est chiant, il emmerde tout le monde. Enfin, il est vraiment chiant, il est jaloux et tout ça, et il s'en est pris plein la gueule sur Internet avec plein d'articles sur pourquoi c'est le pire personnage de Friends, pourquoi il est toxique. Mais en fait, en revoyant encore la série, parce que je l'ai beaucoup revue, j'ai une de mes meilleures amies qui adore Ross et elle m'avait fait une espèce d'éloge de Ross. Et après, j'avais revu la série avec ce point de vue. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, déjà, j'aime beaucoup David Schwimmer. Et c'est vrai que je trouve que comme Jennifer Aniston, il est très, très, très bon acteur. Il a un super timing comique. Et en plus, c'est celui qui me fait le plus rire, je me suis rendu compte à travers les saisons, c'est-à-dire qu'il m'insupporte plein de fois parce qu'il est capricieux et qu'il est ronchon, quoi. Mais en même temps, je le trouve très drôle. Et il y a plein de scènes où il me fait mourir de rire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Ross. Et en plus, le voir à travers tes yeux maintenant, c'est marrant parce que bon, déjà, j'ai jamais vu Ross comme un objet sexué, mais du coup, c'est assez drôle de voir qu'il peut attirer ce genre d'intérêt. J'aime bien voir ton affection pour le personnage et je suis curieuse de voir comment ça va évoluer aussi. Ouais. Mais il n'y a pas que Ross que tu trouves sexy dans cette demi-saison. Vous allez voir, il y a un thème récurrent dans mes visionnages de séries. C'est qui je trouve sexy. Il y a aussi un guest star qui arrive dans la demi-saison. C'est Tom Selleck qui joue le love interest de Monica. Bon, Tom Selleck, c'est Magnum, hein, donc il est assez beau quand même. C'est la moustache. Ouais, c'est la moustache. On va entendre la réaction d'Anaïs lors d'une des premières scènes de Tom Selleck dans la série. Sorry we're late. That's okay. Come on in. I'm sorry. Is Sexy Monica daddy. coming? I was told she was. Dr. Burke, it's me. Monica? Sexy daddy. Je suis désolée de vous imposer nos soirées canapé, mais c'est vraiment en 3D, quoi, comme si vous y étiez. Ouais, Tom Selleck est magnifique. Ouais. Enfin, il est vraiment magnifique, quoi. Il fait 4,90 m. Il a des pommettes gravées dans le visage, quoi. Enfin, juste, il est trop beau, quoi. Ouais, il est magnifique, mais par contre, t'as pas l'air fan. Ça m'a hyper déçu, ça. T'as pas l'air fan de son couple avec Monica? On a eu un petit débat entre 2 épisodes à ce sujet. On va t'entendre. Je trouve ça creepy que lui... Enfin, en fait, pour moi, lui, c'est vraiment un papa et je vois pas ce qu'il fait avec une meuf de 27 ans, tu vois. Oui, dit comme ça. Je sais pas. J'adhère totalement au fantasme de Tom Selleck, qui est hyper beau, mais ils ont 21 ans de différence dans la série et quasiment le même âge de différence, enfin, dans la vraie vie, les 2 acteurs. Et je trouve que c'est pas forcément dérangeant parce que, enfin, je connais plein de gens qui ont des énormes différences d'âge dans leur couple et c'est légal, c'est consenti, il y a pas de problème. Mais c'est plus que je trouve que leur dynamique reflète pas vraiment une égalité dans la série. Je trouve que lui, il a vraiment l'air d'être son père. Je trouve qu'ils ont pas vraiment d'alchimie sexuelle. Mm-hmm. Et j'ai plus souvent l'impression que que elle, en plus, je trouve qu'elle est assez elle est plus infantile dans cette partie de la série. Elle est vachement ramenée à son statut d'enfant dans ce segment-là, puisqu'on la voit souvent avec ses parents, on la voit dans la vidéo du bal de promo quand elle était plus jeune, et du coup tout ça accentue encore plus le fossé entre les deux. Et lui, il est juste tout le temps là à fumer
le cigare avec son pantalon qui est remonté jusqu'en dessous des pectoraux, quoi. Ce pantalon, c'est tragique. Et il sort son portefeuille en cuir pour lui montrer les photos de ses petits-enfants. Donc c'est vraiment, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas tant l'âge, même si c'est souvent problématique quand il y a une grosse différence d'âge comme ça, mais c'est aussi juste le fait que leur dynamique, pour moi, fait vraiment une dynamique de parents à enfants et pas une dynamique de couple. Je trouve vraiment, je les vois pas ensemble, quoi. Moi, je les aime bien ensemble, parce que j'adore Tom Selleck et que j'aime bien son personnage, mais il y a un truc un peu dérangeant quand il pense dans le fait qu'il a connu quand elle était toute petite, quoi. Enfin, et que c'est le meilleur ami. Quand elle est née, il avait 21 ans. Enfin, c'est hyper. Ouais, puis c'est le meilleur ami de son père, donc il a vu. Enfin, elle dit carrément qu'à 9 ans, elle faisait pipi dans sa piscine, quoi. Donc il y a un truc un petit peu. Non, mais c'est ça. Je trouve ça un peu gênant et on sait que, enfin, déjà c'est beaucoup plus souvent le cas, avec cette répartition de genre, on va dire, où c'est toujours les meufs qui sortent avec des mecs beaucoup plus âgés. Et je suis 100% pour les fantasmes de daddy. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais c'est pas pour ça qu'ils doivent se réaliser, en fait. Et quand ça se concrétise, là, je trouve qu'on rentre dans un territoire un peu plus gênant. Enfin, c'est comme, tu vois, je sais pas, Gilles Lelouch, il est sexy, mais si je te disais que je sors avec lui, je pense que tu me regarderais super bizarre. Je serais contente pour toi. Ok, bah écoute, Tom Selleck, call me. Hein. Mais en parlant de Monica, on apprend un peu plus sur elle justement dans ces épisodes. Dans la vidéo du bal de promo dont on parlait tout à l'heure, on voit Monica à l'adolescence. Et bien sûr, elle était grosse à l'époque, donc c'est Fat Monica. C'est Fat Monica, c'est comme ça qu'elle est connue dans la série, et c'est quelque chose qui a créé beaucoup de débats depuis sur les blagues grossophobes de la série. Je sais pas ce que t'en as pensé justement en voyant la vidéo. Ouais, bah moi j'ai pas du tout aimé. Enfin là pour le coup ça fait partie des trucs pour l'instant que je trouve les plus offensants. Même s'il y a certaines blagues que j'ai trouvées très bien écrites, c'est-à-dire que je reconnais d'un point de vue formel que les scénaristes ont fait un effort sur certaines blagues et tout, mais c'est quand même hyper grossophobe. Et vraiment un truc que je trouve atroce, c'est que dans tous les plans où on la voit avec son fat suit, elle est en train de manger un truc énorme, quoi. Elle est en train d'avaler un sachet de bonbons ou de popcorn, ou alors elle a un énorme sandwich à la mayo et elle en fout partout sur le dos de Rachel tellement il y a de la mayo qui déborde. Enfin, je trouve ça assez insultant et je trouve ça assez violent en fait à regarder, quoi. Moi, je suis d'accord. Oh, tu sais que tu es magnifique. Toi aussi, chérie, t'es vraiment très jolie. Oh. Quoi? Je crois que je viens de te mettre de la mayonnaise. Oh, c'est pas grave, c'est sur l'épaule, c'est pas sur la robe. Est-ce que t'aimes bien Monica d'ailleurs en général? Parce que je sais qu'il y a une scène, à un moment, il y a une soirée où Monica est hyper chiante parce qu'elle demande à tout le monde d'utiliser des dessous de verre et Anaïs était à côté de moi et disait c'est moi, je m'identifie trop à elle parce que t'as une petite obsession avec les dessous de verre aussi. Mais qu'est-ce que tu penses de Monica en général? Je pense que je l'aime moins maintenant que je l'aimais au début. C'est bien parce que t'aimes moins Chandler et t'aimes moins Monica, donc c'est clair. Non, mais disons que je la trouve aussi un peu basique comme Rachel et que Phoebe à côté se démarque vraiment, quoi. Et que Monica, par exemple, me fait pas souvent rire dans ses scènes. Mais je dois reconnaître que sur son côté un peu rigide, oui, je m'identifie beaucoup, mais du coup, j'aime pas ça. J'ai envie de dire, je me reconnais dans ce contenu et je n'aime pas du tout ça parce que, par exemple, déjà, il y a les dessous de verre, enfin les sous-bocs. Quiconque est déjà venu chez moi sait que poser un verre à même la table, c'est interdit. Et par exemple, à un moment, elle explique à Tom Selleck que l'étiquette de la couette doit être dans le coin gauche bas du lit et pas en haut. Et je suis 100% d'accord avec elle, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît évident. Donc, ouais, ça, je me reconnais beaucoup dans la rigidité de Monica. Mais malheureusement. Ouais, bah ouais. Je préférerais être la meuf fun qui s'en fout que ses voisins soit dérangée quand elle fait des fêtes, mais... La dernière fois, tu nous as dit que Chandler était une raclure de bidet rouillé. C'était assez violent. Et moi, qui ne suis pas la plus grande fan de Chandler, je me suis sentie un peu défensive de lui. Et d'ailleurs, en regardant les nouveaux épisodes, j'avais plus d'affection pour lui parce que justement, tu l'avais autant attaqué. Je me demande si ton opinion de Chandler a évolué depuis la dernière fois. Ouais, je le déteste un peu moins quand même. Ah, d'accord, je croyais un peu plus. Non, je suis quand même un peu moins virulente maintenant parce que je comprends qu'il a un bon fond et que en fait, il a beaucoup d'insécurité qui le rendent parfois un peu épuisant, quoi. Mais c'est juste qu'il a une agressivité qui est parfois un peu repoussante. Au bout d'un moment, la haine de soi, c'est plus drôle en fait. Enfin, c'est juste pas drôle comme comme gimmick. Après, je dois avouer que déjà à un moment, il défend le droit des salariés de sa boîte à prendre des congés payés. Et là, je me suis dit putain, je l'aime vraiment beaucoup. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que t'allais aimer ça. Voilà, là, je reconnais que Chandler était mon héros. Et puis surtout, dans cette partie-là de la saison, j'ai été hyper touchée par son amitié avec Joey. On va entendre à quel point tu as été touchée par leur relation. I'm not moving back in because I have to.
I mean, I do have to, but it's just that place, it wasn't really. I mean, this is. Welcome home, man. Absolutely. Donc juste pour resituer, il y a un des gros conflits de cette demi-saison, c'est le fait que Joey déménage et qu'il abandonne un peu de Chandler. Et après, il revient et donc là, on les voit se faire un câlin quand ils réemménagent ensemble et que du coup, ils réaffirment un peu leur amitié l'un pour l'autre et c'est hyper touchant. Enfin, c'est des gros bébés tous les deux, mais du coup, j'ai envie qu'ils continuent à bien s'entendre. Ça m'a vraiment fait trop de peine quand il a déménagé. T'aimes Joey. toujours autant Joey? J'adore Joey. Vraiment, je le savais, mais je l'avais prédit. Hein. tu l'avais prédit, je serais prête à mourir pour lui, quoi. Oh. Tu avais dit très précisément que je serais touchée par sa bêtise, et c'est 100% ça. Non, moi j'adore Joey. Il est vraiment très touchant. C'est celui qui est le plus gentil de tous, alors qu'au début, quand tu le vois, ça a l'air d'être un énorme dragueur et un gros connard, mais il est trop mignon. C'est clair. Le meilleur moment de cette demi-saison, après le baiser, c'est ça. Smelly cat, smelly cat. Smelly cat, smelly cat. It's not your fault. Bon, la dernière fois, tu avais dit que Smelly Cat n'était pas ta chanson préférée de Phoebe. Ok. Et que tu ne comprenais pas trop pourquoi c'était devenu la chanson emblématique de Friends et de Phoebe. Est-ce que maintenant tu comprends? Je comprends. Bah, tu oui. comprends? Oui. Bah non, mais c'est un tube. C'est génial. Bah, t'as passé 3 jours à la chanter, donc ouais, je c'est confirme. clair. Je n'en peux plus d'ailleurs. J'aimerais me plaindre, je sais pas à qui, mais À moi? ouais, Parce que je t'en veux c'est de ma beaucoup faute. de m'avoir fait démarrer cette série. Et maintenant, j'ai Smelly Cat dans la tête en permanence. Mais non, mais c'est exceptionnel. Vraiment, les valeurs de production du clip sont incroyables. Oui, parce que pour resituer, en fait, il y a des producteurs qui approchent Phoebe dans un épisode et qui lui proposent d'enregistrer une version pro de sa chanson emblématique. Et il y a un clip qui va avec, qui est en noir et blanc, où on suit un chat qui... Et elle a des choristes qui sortent d'une benne à ordures. C'est vraiment génial. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé la version française pour comparer. Et en fait, ils ont gardé la chanson originale dans la version française. Pour oui, le la clip. chanson Smelly... bah, parce qu'en fait, bon, la blague aussi dans la version américaine, enfin, dans la version française, c'est que c'est pas la voix de Phoebe, en fait. Elle est doublée et elle s'en rend pas compte. Et donc... Ils auraient été obligés de payer une meilleure chanteuse aussi en français pour refaire la blague. Donc, apparemment, ils n'avaient pas le budget, ou voilà. peut-être qu'ils n'avaient pas l'envie, mais en tout cas, c'est bien parce que c'est une des rares fois où ils ont gardé... Ouais, voilà, il y a juste à la fin, quand elle est au Central Perk, et que du coup, elle refait une reprise de la chanson, et que chaque personne intervient, enfin, chacun des amis chante un couplet, quoi. Et où là, par contre, c'est en français, donc c'est Tu pues le chat. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment, toutes ces années où j'entendais parler de Tu pues le chat, je pensais pas que ça voulait dire ça. Je pensais que c'était quelqu'un qui s'adressait à quelqu'un d'autre en lui disant qu'il sentait le chat, quoi. Et que, du coup, ça me dégoûtait rien que l'idée d'entendre ce truc, parce que je me disais, mais une odeur de vieux chat, quelqu'un qui pue le chat, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Oui, mais ceci dit, le chat pue quand même, donc c'est horrible aussi. C'est vrai, mais ça me choque moins qu'un chat pue qu'un humain pue le chat. C'est vrai. En parlant du Central Perk, il y a un personnage qui était en fond depuis le début, qu'on aperçoit de temps en temps dans quelques épisodes et qui a enfin quelques mots à prononcer pendant ces épisodes. C'est pas encore un personnage très important, ça le sera probablement jamais, mais c'est Gunther. Ouais, bah c'est le seul personnage que je connaissais en dehors des principaux avant de commencer la série, c'était Gunther, parce que j'avais aussi lu beaucoup de trucs sur lui. Enfin, je savais qu'il était tout le temps un peu dans l'arrière-plan. Par contre, il m'a fait beaucoup rire, mais il a qu'une seule chemise. J'ai envie de lui acheter d'autres vêtements. On sent que c'est vraiment le personnage, tu sais, de l'arrière-plan où ils lui ont vraiment donné juste un costume et ça s'arrête là, quoi. Oui, à la base, j'avais lu dans un livre sur Friends que, ouais, je lis des livres sur Friends. Il était juste censé rester dans le background, mais ils ont commencé à lui faire dire des trucs au fur et à mesure et son personnage va être un peu plus développé au fur et à mesure des saisons. Spoiler! Ouais. Bon, tu t'en doutes, hein, parce que c'est pas en disant 3 mots qu'il allait devenir célèbre sur Internet, mais du coup, il n'était pas censé devenir un vrai personnage. C'était vraiment juste parce qu'il était là qu'ils ont commencé à lui faire dire des choses. Mais il est très sympathique. Ok. Voilà.
Du coup, on parle quand même beaucoup de moi, mais je voulais te demander, qu'est-ce que ça te fait à toi comme effet de revoir la série dans ce contexte, avec moi et dans un ordre chronologique et avec le regard de quelqu'un qui est totalement vierge? Est-ce que ça change un peu ta vision de certains aspects de la série? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains personnages que je revois à travers tes yeux, par exemple Ross ou Chandler. Après Joey, par exemple, ça change rien parce que je l'adore. Phoebe, que j'ai toujours beaucoup aimé, mais c'est vrai que là, en plus, en voyant à quel point tu l'aimes, ça me fait plaisir et du coup, je l'aime encore plus. Le fait de le revoir dans l'ordre chronologique, je l'ai fait que 2 fois, ça. D'habitude, en fait, la façon dont je le fais, c'est que je choisis, j'ai des épisodes préférés dans plusieurs saisons et j'ai tendance à me dire, tiens, je vais regarder la saison 7 ou je vais regarder la saison 5. Et là, faire dans l'ordre, c'est génial, mais en même temps, c'est hyper frustrant parce que j'ai tellement hâte que tu vois certains de mes épisodes préférés qui sont plus tard et je meurs d'impatience, quoi. Et à chaque fois, j'ai envie de t'en parler et c'est trop dur parce que justement, en plus, on en parle beaucoup en ce moment entre nous et dans les épisodes aussi, mais je dois m'empêcher, je dois m'auto-censurer tellement sur plein de trucs parce que je peux pas te spoiler et je peux pas te révéler des choses sur certains personnages. Déjà, je le fais un peu, mais je le fais pas trop. Oui, mais par exemple, le baiser, t'en avais aucune idée, ni rien. Non, mais c'est vrai que je me suis dit que ça devait être très difficile et je pense que si j'étais à ta place, j'aurais beaucoup de mal aussi à me retenir. Mais en plus, ce qui est très compliqué pour toi, je pense, c'est que comme tu me connais, tu sais que j'aime vraiment me faire mon opinion sur des œuvres, séries ou ciné de la manière la plus pure possible. Je pense que c'est une déformation professionnelle parce que j'ai l'habitude de voir les trucs avant qu'ils soient sortis. Et du coup, j'aime bien ne rien savoir à l'avance. Sinon, j'ai l'impression que ça va polluer mon impression. C'est hyper compliqué pour toi, je pense. Ouais, déjà, tu m'as déjà dit que tu voulais pas regarder le tout dernier épisode avec moi. Ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, bon, ça, il faut vraiment qu'on le voit ensemble, mais apparemment, il faut que tu sois pure et il faut pas que tu le regardes avec moi. Donc, Non, mais ça, c'est différent. C'est parce que si je le regarde avec toi, je vais pas pleurer parce que je suis trop pudique, alors que si je le regarde toute seule, je sais que je vais pleurer. Déjà, le fait que tu penses que tu vas pleurer, je trouve que ça démontre que ce qu'on a entrepris là, ça fonctionne très bien. Bien sûr. Non, mais après, moi, je pleure devant les pubs Nutella. Donc, oui, bon, d'accord. D'accord, je révèle quelques trucs de temps en temps, mais parfois je te réserve aussi quelques surprises. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans ces épisodes? Pour moi, la plus grande surprise, épisode après épisode, c'est le métier de Ross. Je comprends pas. Je sais qu'il est paléontologue, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que déjà, apparemment, il a des chéquiers dinosaures, donc je sais pas si le musée... Non, mais ça, c'est les banques. Les banques américaines, tu peux sélectionner des illustrations, en fait. Ouais, mais moi, il y avait pas de dinosaures sur mon chéquier américain. Ah écoute. J'ai raté un truc. Non, et puis surtout, il a des conversations hyper sérieuses au téléphone avec le musée où il dit « Non, mais tu comprends pas, l'Australopithèque, il est pas dans cette posture, normalement. Attends, j'ai vraiment une urgence au musée. » On va t'entendre parce que tu as réagi très fortement à un moment où Ross se fait biper, parce que c'est les années 90, par le musée. On va écouter ta réaction. Mais genre, t'as un musée qui te bip, quoi. Non, mais c'est les années 90. Mais genre, il y a une urgence avec les dinosaures. Mais c'est pas une urgence, c'est quand t'as un rendez-vous, des trucs comme ça. Bon. Bon, tout ça pour dire que il nous faut un paléontologue. Ouais, parce que il y a aussi un autre truc, c'est qu'à un moment, il est au Central Perk et il est en train de feuilleter un magazine, et le magazine qu'il feuillette, c'est Dinosaur Magazine. Oui, mais je pense que c'est un peu une running joke avec les... Oui, je pense que les scénaristes, eux non plus, ne savent pas ce que fait un paléontologue, en fait. Ils se disent qu'il doit y avoir un truc avec des dinosaures et que ça s'arrête là. Mais du coup, oui, si vous êtes paléontologue, vraiment, appelez-nous, contactez-nous. Et que vous avez regardé Friends, on veut savoir ce que vous avez pensé de Ross. Ouais, vraiment, c'est très important parce que... Et on veut savoir ce que vous faites dans la vie aussi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de questions à son sujet, quoi. Il y a un autre truc, c'est plus une question que je me posais, mais ça fait 2 fois qu'il y a une espèce de rapprochement, pas platonique, mais platonique, ouais, entre Phoebe et Joey, et j'adore ça. Et je veux que ça continue. Et du coup, je me demande vraiment s'il va se passer quelque chose entre eux ou pas, parce que pour moi, ils sont tous les deux un peu purs et dans un autre monde. Donc, je me dis que ça pourrait fonctionner. Surtout que je sais que les 4 autres ont eu des trucs ensemble, donc il reste un peu que eux. Donc, je sais pas si c'est aussi pour ça qu'ils ont été mis ensemble ou pas, mais en tout cas, ils s'embrassent. Enfin, j'aime bien leur dynamique. Je dirais rien. J'ai hâte. Mystère. Chaque épisode, on revient sur des fun facts au sujet de la série avec un petit retour en arrière. Alors cette semaine, j'ai eu envie de parler des négociations salariales des acteurs. Je sais que dit comme ça vend pas forcément du rêve, mais ça donne un aperçu des coulisses et ça donne surtout un aperçu de la dynamique de groupe entre les différents membres du casting. Au début de la série, certains des acteurs touchaient autour de $20 000 par épisode, d'autres touchaient plus en fonction de leur notoriété. Surtout, dès la saison 2, Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui donc jouent les rôles de Rachel et Ross, comme c'était
étaient un peu les leads de la série, parce que c'était le couple phare, ont eu une augmentation et donc ont gagné plus que le reste du casting. À la fin de la saison 2, ça a été le moment où David Schwimmer pouvait renégocier son contrat parce qu'il avait une poussée de célébrité qui faisait qu'il avait énormément d'influence pour renégocier son contrat. Et ce qu'il a décidé de faire, que moi je trouve génial, et c'est aussi pour ça que j'adore David Schwimmer et que j'associe David Schwimmer aussi à Ross et que j'aime bien Ross, c'est que il a proposé aux autres acteurs de se syndiquer, en fait, de faire un mini syndicat à 6 et de négocier ensemble pour avoir exactement le même salaire et pour faire pression ensemble. Et c'était du jamais vu dans les sitcoms. En règle générale, les membres de casting négociaient séparément. Et là, les 6 se sont unis. Et en fait, David Schwimmer, il faut savoir qu'il vient du monde du théâtre à la base et il s'est inspiré des modèles de théâtre socialistes pour faire ça. Sa mère est aussi une avocate très célèbre qui est spécialiste des divorces et qui l'a conseillé aussi là-dessus. Et du coup, il a vraiment poussé le reste du groupe à faire ça. Et ils ont négocié, en négociant ensemble, en fait, ils ont eu une égalité salariale totale où ils ont chacun obtenu 100 000 par épisode. Ça a été un peu le début d'une croissance exponentielle au niveau des salaires pour les acteurs de Friends. À la fin, pour les 2 dernières saisons, ils ont touché à 1 million par épisode. C'était hyper connu à l'époque et ça a fait de Lisa Kudrow, Courtney Cox et Jennifer Aniston, donc les 3 actrices, les actrices les mieux payées de la télé à l'époque. Et tout ça, ça a été grâce à David Schwimmer et aussi à la volonté de tous les acteurs, en fait, d'être solidaires dans leurs négociations. Quel homme. Ouais, et je trouve ça génial parce qu'en même temps, ça reflète aussi les dynamiques de groupe, parce que quand on lit un peu les coulisses de la série à ses débuts, les acteurs disent que vraiment, ils ont fait un énorme effort pour travailler ensemble et pour passer énormément de temps ensemble, pour avoir une vraie amitié en dehors de la série, pour vraiment que ça se sente aussi dans la dynamique de groupe à l'écran. Et ce genre de démarche, ça montre aussi ça, quoi. Dans chaque épisode, on élit notre meilleur ami de la portion de saison qu'on a vue. Alors, pour la deuxième partie de la saison 2, Anaïs, qui est ton meilleur ami ? La moustache de Chandler. Il y a un moment où Chandler se fait pousser une moustache pour ressembler à Tom Selleck et ça lui va super bien. Et je pense que ce serait un très bon choix capillaire à développer pour lui. Bravo. Et toi, ton MVP, c'est qui ? Le meilleur ami de ces épisodes, c'est le préservatif que se disputent Rachel et Monica dans un épisode, c'est-à-dire qu'elles veulent toutes les deux coucher, enfin respectivement avec Ross et Tom Selleck, Richard, mais il ne reste qu'un préservatif, donc elles jouent à Shifumi pour savoir qui va l'avoir. Et il faut savoir qu'en fait, ça avait créé des tensions de montrer un préservatif dans Friends, vu que c'était une série qui était diffusée à heure de grande écoute sur une chaîne hertzienne. Il y avait toujours des batailles sur ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait pas dire. Souvent, il y a beaucoup d'allusions, c'est pour ça, des blagues qui font référence au sexe, mais de façon un peu détournée. Et le préservatif, c'était vraiment quelque chose où il y avait eu des débats en interne dans NBC pour savoir si on pouvait montrer un préservatif ou pas. Et c'est vrai que les créateurs de la série, quand ils ont été interviewés sur le sujet plus tard pour un livre, ont dit qu'ils trouvaient ça ridicule qu'on puisse pas montrer des jeunes adultes qui utilisent des préservatifs. Pour se quitter, comme d'habitude, on va entendre les prédictions d'Anaïs pour la suite. Alors, que penses-tu qui va se passer dans la première moitié de la saison 3 ? Alors déjà, il faut dire qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me parler un peu du futur de la série. Donc faites gaffe à ne pas me spoiler, mais il y a plein de gens qui m'ont dit que les saisons 3 et 4 étaient géniales. Donc j'ai très très hâte. Et il y a aussi un truc... Tu vas être hyper déçu. On t'a trop hypé. C'est clair. Il y a un truc qu'il faut que je t'avoue, c'est que je me suis fait spoiler... En cherchant, je sais même plus ce que je cherchais. J'ai vu que, je sais que ce sera pas pour tout de suite, mais je sais que Monica et Chandler vont adopter des jumeaux. Tu crois que c'est pour la saison 3 ? Non. Non, mais je voulais juste, je voulais, comment dire, me confesser. Et voilà, que vous sachiez tous que je suis déjà au courant de cette histoire. Bah, tu savais déjà que Monica et Chandler allaient être ensemble. Oui. Tu penses que ça va être quand qu'ils vont se mettre ensemble ? Je pense, basé sur ton langage corporel quand on en parle, que ça va pas être pour tout de suite. Mais comment ça, mon langage corporel ? Non, je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense que ce serait sans doute vers la saison 5. Ah, ok. Bon, on verra. Je dis ça parce que Marie arrête pas de me dire tout le temps, j'ai trop hâte que tu vois la saison 5. La saison 5, c'est ma préférée. Vraiment, tu vas voir la saison 5. Donc voilà, juste pour que vous compreniez que je l'accuse de me spoiler, mais c'est parce qu'elle est vraiment pas discrète. Mais quoi. Non, mais j'ai rien spoilé, j'ai pas dit ce qui se passe dans la saison 5. Ça cogite là-dedans. Ouais, tu me dis quelque chose comme ça mouline, hein, donc... Bon, d'accord. Voilà, donc je prédis que peut-être pendant la saison 5, ils vont se mettre ensemble. Non, c'est tellement dur. Bon. Tu connais déjà toute la vie de Chandler et Monica, mais quelles sont tes prédictions pour le début de la saison 3 ? Alors,
Je prédis que Chandler va se trouver une meuf. Peut-être Janice. Je prédis que Rachel et Ross vont avoir des problèmes, voire peut-être se séparer. Fingers crossed. Tu veux qu'ils se séparent? Ouais, bah parce que je veux qu'ils reviennent à l'attention, quoi. Ouais. Je préfère ça. Et je prédis que au moins 2 personnages vont regarder par la fenêtre pendant qu'il pleut en ayant l'air triste. C'est vrai que ça, c'est récurrent. Ça arrive à chaque demi-saison. Donc tu prends pas beaucoup de risques. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 3 de Friends jusqu'à l'épisode 12. N'hésitez pas à suivre la série avec nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Et si vous avez détesté, désolé. On s'en fout. Smelly cat. Non. Alors déjà, dans mes notes, il y avait écrit, je cite, « Joey hyper hot ». Ensuite, j'ai noté, et il faut savoir que Tom Selleck donc, joue un ophtalmo, et qu'en fait, à un moment, il fait une blague, il fait une soirée chez lui, et il sort de la cuisine et il dit « Qui veut des verres ?» Et j'ai compris la deuxième fois que je l'ai vu que c'est parce que les ophtalmos fabriquent des lunettes, non? Mais pourtant, t'as rigolé. Oui, parce que je trouvais ça super drôle, parce que c'était une soirée et qu'il leur proposait des verres. Je pense que le problème de ce podcast, c'est qu'à chaque épisode, les gens vont se rendre compte que je suis vraiment très bête et que je comprends pas les blagues. Mais voilà, donc maintenant je l'ai. J'ai noté que Richard, Tom Selleck, c'était un peu comme le russe dans Sex and the City avec Carrie. Non, je suis pas d'accord. Sexy, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Non. J'ai aussi Smelly Cat, : drôle. C'est vrai.